Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y'a de l'actu. Donc on est début février, on va revenir sur toutes les actualités de janvier 2026. Encore une fois, beaucoup de choses se sont passées, on va se concentrer sur ce qui nous a vraiment intéressés. Je suis avec Pierre aujourd'hui, toujours la même personne. Tu veux te présenter Pierre? C'est ton moment. Quand même un peu plus vieux qu'hier, mais Un tout Pierre petit peu. Vanier, je suis fondateur et PDG de la société Flint. On est une ESN, donc on fait du consulting, on fait des formations en IA, et pour moi, j'ai décidé de me mettre au lancement d'alerte, à l'acculturation, à la sensibilisation au travers de conférences. Donc si ça intéresse des entreprises, que je vienne débunker certains mythes, n'hésitez pas. Voilà, Ok, j'ai fait mon moment promo. Non mais c'est cool en plus, t'as vraiment beaucoup de culture, donc je plus toi, Je te je remercie. confirme. Et Ce moi, podcast, décidément, part sous les meilleurs auspices, hein, franchement. Hein. et de mon côté, Thomas Maymoun, toujours team lead data scientist à BRP à Montréal. Où tu gères Bon, toute une équipe de data scientists, de data analytics, pas de data encore de data engineer, analyst. etc. Ouais. Non. Ah Mais non, une alors équipe qui marche super bien et on te félicite. Parce que, Alors oui, on est une équipe qui marche très bien, c'est l'occasion d'en parler, on est une équipe qui marche très bien, mais je ne suis pas tout seul, nous sommes deux et on a tout un pan ingénierie et un pan data produit. Et effectivement, on a beaucoup grossi depuis 2 ans. Un jour, peut-être, j'aurai l'occasion d'en parler plus en détail. et il fait moins 30 presque à Montréal. C'est ça, c'est Oui, à peu près ça. mais ça va. À Montréal, ça va. On a Ok, l'habitude. ok. De quoi on va parler aujourd'hui? Le premier sujet qu'on a, c'est Anthropic, Entre autres. qui lance Claude Cowork. Euh, donc Claude Cowork, c'est une espèce de rebranding, je crois, de Computer Use qu'ils avaient lancé il y a plusieurs mois, l'année dernière, il y a peut-être 8 à 10 mois. Et effectivement, le but, c'est un agent sur son ordinateur, agent IA, qui va pouvoir effectuer des tâches pour l'utilisateur via le système d'exploitation. Alors on en a parlé pas mal l'année dernière, Ouais. parce que c'était assez à la mode. Je crois que OpenAI avait essayé aussi de lancer quelque chose, tout en sachant que ces types de software-là sont, constituent un risque de cybersécurité qui est non négligeable. Ouais, il y a pas mal de choses. Déjà, Anthropic, ils l'ont vendu comme un outil qui permettait de se concentrer principalement sur les tâches répétitives, donc sans plus de valeur ajoutée. C'est la proposition de valeur initialement du produit. Maintenant, effectivement, il vient s'appliquer directement à ton ordinateur et sans même parler de problèmes de cybersécurité, juste ça rentre dans toutes tes informations personnelles. Aujourd'hui, plus que jamais, peut-être plus les téléphones, mais les ordinateurs possèdent énormément d'informations. Et ouais, je sais pas quel terme utiliser, mais on ouvre la porte de chez soi d'une certaine façon Ouais, en utilisant ces outils. Il y a sûrement des avantages, il y a sûrement des intérêts, mais aujourd'hui, c'est très limité. Aujourd'hui, c'est très limité. Je pense que même Anthropic le marque à un moment, il explique que il a même du mal déjà à faire défiler les pages, à faire tourner les choses. Euh, donc c'est plus un tour d'esbrouf pour moi, mais je pense que tu voulais te concentrer sur autre chose avec le cowork. il y avait aussi Microsoft en tout début d'année 2025 qui avait lancé quelque chose où ils avaient même fait une démo où ça prenait des captures d'écran de l'ordinateur. Ils expliquaient le fonctionnement interne où ça prenait des captures d'écran de ce que voyait l'utilisateur à l'écran et ensuite ça pouvait prendre des actions, ça sauvegardait les données en tâche de fond, etc. Et à l'époque, ça avait fait une levée de bouclier parce que ça faisait vraiment l'outil Big Brother is watching you. Et ce qui est d'assez marrant, c'est que durant 2025, il y a eu un ou deux autres essais. Et là, en 2026, on se retrouve avec Anthropic qui sort Claude Cowork et qui donc effectivement a accès à tout ton ordinateur, potentiellement les navigateurs, tes mails, tes messages, etc., etc. Donc, de deux choses l'une, le risque, c'est il faut faire une confiance aveugle à une boîte, en l'occurrence là comme Anthropic, mais ça peut être d'autres entreprises qui vont suivre leur chemin.
Et puis la deuxième chose, c'est effectivement les risques d'acteurs externes et de trous de sécurité qui puissent permettre à un attaquant de contrôler votre ordinateur. Parce que finalement, c'est exactement, en fait, c'est le fonctionnement de ces outils-là, de ces agents qui interagissent avec le système d'exploitation, c'est très exactement le même fonctionnement que les virus informatiques. C'est exactement le même fonctionnement. C'est simplement qu'en fait, c'est des virus informatiques sur lesquels on a barré le mot virus et on a mis agent IA. Mais en fait, au final, c'est ça. Il fait des actions en nom et place de l'utilisateur. Donc ça constitue un gros risque. Et j'ai posté sur ma page LinkedIn, je vous invite alors à regarder, mais l'intervention de Meredith Whittaker, qui est la patronne d'une application qui s'appelle Signal. Signal, c'est une application, je vais prendre un exemple comme WhatsApp ou comme c'est de la messagerie instantanée. Simplement, avec WhatsApp, tous vos messages sont en clair pour Meta. Avec Signal, c'est ce qu'on appelle du chiffrage bout en bout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune information qui ne sont pas complètement chiffrées qui traverse les serveurs de Signal. Et Signal est aussi une association à but non lucratif. Et elle revenait sur la boîte de Pandore de ces outils qui prennent le contrôle de votre ordinateur avec de l'IA. Et il y a eu autre chose Moi, ce que je trouve fou, c'est que je pensais vraiment que tu allais te concentrer sur, quand tu m'as parlé de ce sujet-là, tu allais te concentrer sur l'anthropomorphisme. C'est bête ce que je vais te dire, mais le changement de nom, moi je trouve qu'il est très évocateur, il est plus inquiétant. Alors je suis pas du tout dans cette optique-là initialement, mais il est plus inquiétant qu'autre chose, puisque quand tu parlais souvent d'anthropomorphisme, donc le fait de rendre un peu plus humanisé, je sais pas, une conscience, je vais pas aller plus loin, je ne saurais pas expliquer en réalité. Je pensais que tu allais t'arrêter là-dessus, parce que c'est vrai que computer use en tant que tel, ça fait très IT, ça fait très software, ça fait très pro, très, très dur. Et le fait d'appeler ça cowork et de le vendre, de le proposer comme une solution qui vient t'accompagner et te supporter dans les tâches à faible valeur ajoutée en tant que telle, je pensais vraiment que tu allais tiquer là-dessus. Non, je ne suis pas tiqué là-dessus, mais tu as raison de le dire, parce qu'en fait, si tu regardes, c'est exactement la même stratégie qu'a fait Microsoft avec GitHub Copilot pour les développeurs. Exact. Donc effectivement, au départ, Copilot et toutes les IA pour les développeurs étaient quand même très limitées en termes de capacité à fournir de la valeur. Simplement aujourd'hui, il y a certaines IA assistants au coding qui sont autonomes pendant plusieurs heures, on parle même maintenant de one-shotter, c'est-à-dire de faire juste un seul prompt pour créer une application complète. Donc la puissance de ces outils permettrait d'imaginer que c'est plus des copilotes, mais que c'est un peu l'inverse, c'est que c'est l'utilisateur qui devient le copilote. Et là, tu as raison, là ils mettent cowork, mais on peut imaginer en 2027 ou 2028 le lancement de Claude Work, qui serait en fait un salarié. Et ça nous permet d'ailleurs de rebondir sur ce nouveau truc qui est sorti, qui s'appelle Claude Bot. Ouais, exactement. Alors, moi, j'ai pas plus d'explications de ça parce que je pense que je me suis perdu et c'est la première fois, je vais être complètement honnête, je me suis perdu dans les nouveautés. Je pensais que, comme il y a eu Cowork, que Cloudbot, donc C-L-A-W-D, B-O-T, le bot, je pensais que c'était de Claude. Et en fait, non. Et en fait, ils ont sorti en même temps Claude, je sais pas si vous avez suivi. Claude Cowork et ce Claude Bot. Et Incognito. Incognito, le mode incognito, en fait, maintenant quand vous allez sur Claude, en haut à droite, vous pouvez aller sur le mode incognito. L'idée, c'est juste de dire, on oublie vos données le temps de l'échange. C'est-à-dire que ça ne se base pas sur ce qu'il sait déjà de vous en tant que tel. Alors, il continue à garder vos données et ce genre de choses, mais il y a une distinction. Et en fait, je me suis complètement confondu dans tous ces nouveaux outils. Après, si je suis honnête, je suis allé un peu sur LinkedIn. J'ai vu tout un moment de folie et d'euphorie sur Cloudbot. Ouais. Et encore une fois, alors là, je fais juste une aparté. Après, on reviendra sur Claude. Je ne comprends pas l'excitation qu'on peut avoir autour de ces outils. C'est bénéfique, c'est intéressant, mais je ne comprends pas pourquoi il y a des semaines où on ouvre les réseaux, on fait un peu de veille et il y a un sujet qui pop comme ça, mais qui n'a pas plus de valeur ajoutée que ça.
Parce Bon, après, que là, ça fait peut-être un peu négatif, je te dis. ça s'appelle. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça s'appelle. Aujourd'hui, c'est le marketing et c'est le viral, et ça se répand comme une traînée de poudre. Je pense qu'ils sont très très forts au niveau marketing. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pas une grande révolution ce truc. Donc déjà, définissons ce que c'est que CloudBot. En fait, c'est un agent. En fait, il faut imaginer que c'est à peu près la même chose que Cloud Cowork, c'est-à-dire c'est un agent qui interagit avec votre système d'exploitation. Il peut faire des tâches comme écrire des mails, écrire des SMS via message, ouvrir votre calendrier, avoir accès à votre calendrier. Il peut être connecté à des serveurs MCP, donc on peut augmenter ses capacités, etc. Et ça a eu un engouement, notamment sur Twitter, et ensuite c'est venu sur LinkedIn. Ça a eu un engouement en une semaine. Les timelines de Twitter ont été absolument remplis de ça. Je pense qu'il y a aussi des stratégies où ils payent des influenceurs, ou alors ils font tester gratuitement l'outil aux influenceurs, etc. Ce qu'il y a de bien, à la différence de Cloud Cowork, en fait, où tu l'utilises sur ton ordinateur, avec CloudBot, l'usage pourrait être de s'acheter un tout petit ordinateur type Mac Mini, par exemple, et en fait que CloudBot fasse tourner tout un tas de tâches comme, alors les Américains prennent l'exemple comme un nouveau salarié. Il y a même eu des images où tu voyais un Mac Mini et tu avais un gars qui faisait le malin sur un tweet où il disait « Oh, regardez, j'ai mon nouveau salarié » à l'américaine. Voilà. Donc c'est ça, mais en fait, si tu veux... Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Ça veut dire que je vais vraiment pousser le vice à fond. Aujourd'hui, on enlève... Déjà, quand tu vas sur CloudBot, donc effectivement, tu l'as bien résumé, merci. Tout de suite, il parle de OpenAI et de Anthropic. C'est les premières solutions les plus faciles à implémenter. Donc déjà, tu peux pas faire un serveur complètement isolé, premièrement. Le deuxième point, c'est que tu as tout à fait le droit d'avoir des modèles open weight, open source, que tu peux déjà implanter et implémenter dans des serveurs ou dans ton propre laptop et ce genre de choses, et ensuite mettre en place une solution avec des agents. Donc, je vais dire Landchain, Landgraph par simplicité. En fait, c'est simplement que je pense qu'ils ont bundlisé, c'est-à-dire ils ont empackagé un certain nombre de services, ils ont créé une couche d'abstraction. Il y a un nom rigolo, c'est sous la forme d'un package que s'installe. Et puis ensuite, je crois qu'ils sont très très forts en marketing, comme l'a été à un moment donné Manus, comme l'ont été. Et en fait, le monde de l'IA aujourd'hui, c'est des étoiles filantes, parce qu'en fait, potentiellement, cette boîte, c'est assez marrant. On va aussi ne plus en entendre parler aussi vite qu'on en a entendu parler. C'est-à-dire qu'en fait, autant dans 2 mois, soit ils n'existent plus, soit ils ont été rachetés par OpenAI, et en fait, ça a été le but de faire du acquiring. Les gars se sont dit, on va lancer un truc, et puis ensuite, on va se faire racheter à prix d'or par OpenAI ou Nvidia. Donc, c'est un peu ce genre de truc. Ok, bah franchement, j'ai hâte, on peut acter de cet épisode de podcast pour voir l'évolution de cet outil, mais effectivement... On peut déjà dire qu'il y a des trous de sécurité. Vous pouvez regarder sur Twitter, il y a déjà des exploits, il y a déjà des listes de vulnérabilités, etc. etc. Donc attention, ces choses-là sont encore en R&D, développement, c'est pas du tout mature. Et si vous savez pas vraiment ce que vous faites, je vous déconseille quand même d'y aller la fleur au fusil, quoi. Bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre de cet outil en tant que tel, si on décide d'en apprendre quelque chose. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais voilà, moi, j'ai eu un de ces moments où j'étais complètement perdu alors que je fais de la veille tous les jours. Et t'as un nouveau truc qui pop avec un logo orange. Donc je crois que c'est un homard qu'ils ont. Ouais, c'est ça. Et en fait, t'as tendance à te perdre dans toutes ces nouveautés. Mais voilà, je voulais quand même revenir rapidement sur ce sujet-là. Pour moi, il n'y a pas d'exploit. C'est intéressant. À voir ce que ça va donner dans 1 mois ou 2, effectivement. Longtemps quand même de CloudWork, tu l'as essayé toi ou non? Non. Enfin, alors, pour que ça soit clair, je ne vais pas installer d'agent sur mon ordinateur qui fait des choses à ma place, etc. Tout simplement parce que c'est un trou de sécurité absolument béant. C'est-à-dire que il faut quand même bien se dire qu'avec ces outils, c'est d'ailleurs ce que disait Meredith Whittaker. Elle disait, nous, notre signal qui est crypté de bout en bout. Ben, en fait, avec ces agents, ça ne sert plus à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir un agent qui va être sur votre ordinateur, qui va ouvrir l'application Signal, qui va écrire à une personne sur Signal encrypté, chiffré de bout en bout.
Mais en fait, c'est pas la personne, c'est un agent qui parle. Donc en fait, le cryptage de bout en bout, et puis la personne peut faire des actes criminels en lieu et place de la personne sur laquelle l'agent est en train de tourner. Donc il est hors de question que j'installe ce genre de choses-là. De plus en plus, j'installe des systèmes de sécurité sur mon Mac de plus en plus élevés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a des risques importants sur la cybersécurité, sur des mauvais acteurs et sur des gens qui vont avoir besoin de plus en plus de data. Et pour aller chercher de la data, le meilleur moyen, c'est de s'installer directement au cœur, c'est-à-dire dans le système d'exploitation de l'utilisateur, puisqu'on aura accès à absolument toutes ces datas. Ouais. Moi, je suis d'accord sans être d'accord, parce que c'est un peu défaitiste ce que tu dis, mais je comprends, je peux pas aller à l'encontre. Moi, mon exemple, c'est je vais pas installer ça pour le moment, puisque l'exemple concret, c'est Atlas. Atlas, c'était la solution de OpenAI pour Ouais, aller chercher sur Internet. On en avait un peu parlé à un épisode, on disait qu'on l'avait pas installé aussi. je sais pas ce que Et c'est devenu. Ouais. bah, c'est ça le C'était, problème. c'était En via fait, le c'est ça. navigateur. Hein. Ouais, via le Exact, mais navigateur, je c'est une crois. Ouais. application, je crois, que tu pouvais mettre sur Mac et tout ça, et je pense que c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, et ça reprend aussi l'exemple de Cloudbot, c'est l'euphorie qui est complètement insensée sur trop de choses en même temps, c'est pas juste une Ouais. chose qui fait un effet buzz, c'est qu'aujourd'hui on installe plein de choses sur son ordinateur, et on ouvre des vannes euh, à du savoir et à des informations qui sont carrément personnelles. Donc là, c'est peut-être la seule fois où je dirais ça sur le podcast, mais je vous invite vraiment à réfléchir à deux fois avant d'installer des choses, que ça soit sur votre téléphone ou votre ordinateur, sans parler de cybersécurité ou ce genre de choses. Mais une fois qu'on a mis des applications sur son ordinateur, en général, elles existent, elles subsistent, même si on la supprime en tant que telle. Il y a quand même des morceaux qui restent. Donc réfléchissez à deux fois de son utilité. L'exemple d'Atlas, concrètement, on va pas en parler pendant cet épisode, mais c'est aujourd'hui ChatGPT Go. Donc une autre solution, il y a de la pub. Donc aujourd'hui, ils ont inscrit déjà Internet, enfin il y a Internet, les recherches Internet directement dans la solution. Euh, voilà, réfléchissez à deux fois. Je pense que ça devient essentiel. Je voulais juste revenir sur un dernier point pour toi, Pierre. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Tu disais par exemple Cloudbot ou Cloudwork, ça peut s'inscrire dans ton Slack, dans tes mails, dans tes CRM et ce genre de choses, tu vois, tous ces outils-là. Mm. Pourquoi toi c'est plus un problème que des outils comme Zapier, ces outils d'automatisation? Ah Pourquoi toi tu mais serais oui, plus mais inquiet par ces outils alors déjà Zapier, Je te prends le cours. Zapier, il n'est pas installé sur ton ordi, c'est un service externe via un SaaS avec des Ouais. connecteurs et des choses comme ça. Alors tu peux faire, mais c'est un ensemble de connexions via API, etc. Donc il n'y a pas un risque énorme sur mon ordi, quoique on peut sûrement faire des exploits ou des choses comme ça. Pareil pour N8N et tous les outils low code. Mais là, ces agents installés en tant qu'application sur votre système d'exploitation, ils vont avoir accès et ils vous le demandent à la souris, donc à tous les périphériques d'entrée-sortie, donc à votre Hmm. souris, à votre clavier. Et donc ça veut dire que potentiellement, soit un mauvais acteur, un pirate, soit les gens qui vendent ces solutions aussi, pourquoi pas, ont la capacité de venir ausculter tous les faits et gestes de l'utilisateur, de l'ordinateur de l'utilisateur sur lequel est installé cet outil. Donc c'est un risque pour la vie privée Je comprends. qui est vraiment énorme. Je Et comprends. aujourd'hui, dans nos démocraties, la surveillance et la vie privée sont de plus en plus des critères importants. Non, tu as raison. Effectivement, si on a accès, je prends juste cet exemple que tu as donné, mais si on donne accès à tous les périphériques de notre ordinateur, je vois pas en quoi profondément ça aide à l'alignement des intelligences artificielles. Donc là, c'est un sujet plus large, mais effectivement, le fait que tu cliques sur ta souris ou tes connectiques et ce genre de choses, ce n'est que de la data de consommation en tant que telle, et ça ne va pas pousser à avoir une intelligence plus euh, cohérente vis-à-vis. Ce qu'ils cherchent, c'est à la fois la data ou alors trouver un business model complémentaire. Toutes ces boîtes perdent de l'argent et c'est pas avec des assistants conversationnels qui vont demain matin venir éteindre. D'ailleurs, on parle de ça, mais OpenAI, il y a certains bruits qui courent comme quoi potentiellement d'ici un an, avec le cash qui brûle, ils pourraient en fait juste faire faillite. C'est pour ça qu'ils cherchent 50 milliards.
Ils cherchent à tout prix, et d'ailleurs on va en parler dans la deuxième, dans une autre partie de ce podcast, on va parler des outils et de la santé aussi. Ils cherchent des nouvelles verticales, ils cherchent des nouvelles interfaces homme-machine, des nouvelles intégrations. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit, alors il y a le code, ça marche super bien, la création d'images, ouais, pour deux trois gifs mais il n'y a pas l'application qui aujourd'hui qui justifie de tels investissements. Il n'y a pas. Les data centers. Aujourd'hui, c'est les data centers qui justifient tout, je pense. Oui, mais en fait, Mais on justifie l'argent qu'on investit par le calcul qu'on veut y ouais. mettre, donc avec l'espoir d'un business model mais en fait, ce qui va être vraiment problématique, c'est quand tous les gens potentiellement qui crient au niveau politique que seule l'IA pourra sortir les pays la tête haute, relancer la croissance, etc. Je pense les États-Unis qui ont complètement idolâtré et rendu une espèce de frénésie de l'IA avec celui qu'on connaît là. Et de l'autre côté aussi en Europe, on a poussé très 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 fort l'IA. S'il y a une bulle C'est de vrai. l'IA qui explose parce qu'en fait la valeur n'arrive pas à être mise en forme et les gens en restent sur des usages quand même super basiques, bah, ça risque d'être vraiment compliqué pour ces boîtes et la C'est bulle vrai. peut éclater. Et pour les C'est vrai. politiques, ça sera aussi encore plus dur. Ouais, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a plus de 10 milliards qui ont été incorporés, enfin, qui ont été dépensés pour les lobbies entre Meta, Nvidia, Apple, Ouais, tu Google. On m'étonnes. parle de plus de 10 milliards, donc c'est quand même des sujets très politisés, diplomatiques. Bah, Mais en bon, il y a fait, beaucoup. après, c'est même plus, enfin, pour moi, c'est même plus des lobbies, hein. Il faut savoir quand même comment ça doit se passer dans l'administration Trump. Ouais, Excuse-moi, mais ça doit être même pas des lobbies, quoi. Enfin, je pense qu'il se passe même pas les enveloppes sous la table. Ils les passent sur la table, quoi. Je pense qu'ils ont même une bannette dans laquelle ils mettent des enveloppes, tu vois. C'est à un niveau où c'est quand même un niveau de corruption qui est quand même passé au grade du professionnel, je pense, à mon avis, hein. ok. Bah là, j'ai Je me rien suis à fait dire un là-dessus. copain. Mais de toute façon, moi je sais que je remets pas les pieds aux États-Unis avant 2060. Donc voilà quoi. Bon, là, j'ai pas grand-chose à dire, peut-être, j'en sais rien. Je m'arrête là. Moi, je m'arrête là. Exactement. Mais il faut Mais bien qu'il y par en ait contre, un qui fout sa gueule, hein. sinon, l'autre sujet, bah, c'est en fait, on parlait d'assistants à un moment, on va continuer, je pense, sur cette Ouais, lancée avec Apple. C'est un beau sujet, je trouve qu'il y a vraiment ouais. beaucoup d'intérêt dans ce point-là. C'est Apple qui choisirait Gemini pour Siri. En réalité, pour préparer ce qu'ils appellent le nouveau Siri qui est Campos actuellement, l'objectif c'est principalement d'avoir un outil conversationnel plus intelligent. En fait, on n'a pas Que plus d'infos en Siri? tant que tel que Siri. En fait, c'est Ouais, bon, Siri. C'est Siri V2. c'était pas vraiment dur, hein. À mon avis, tu prenais même un CM2 ou même un CE1, à mon avis, 8 ans, il était quand même plus intelligent que Siri, hein, quand même. Non, c'est sûr que c'est plus intelligent, mais en tout cas, il y a cette volonté de vouloir avancer. On a beaucoup tous tendance à critiquer Apple en tant que tel sur son évolution en intelligence artificielle et concrètement comment ça se passe et donc ils vont choisir Google. Et ça, je sais que tu as des choses à dire dessus, Pierre, au détriment d'OpenAI qui initialement était choisi et même utilisé pour Siri. Mais effectivement, ça va changer. La seule chose sur laquelle je peux commencer la discussion, Pierre, c'est ils ont insisté sur le fait que ce sera sur des serveurs dédiés et donc aucune information ne sera passée à Google. Et donc, on n'a pas les termes du contrat. Ok. Ça, c'est une information qu'ils mettent tout de suite en avant, Donc genre il puisqu'ils ferait savent le tourner risque. des instances de Gemini sur on-prem sur des baies et des serveurs qui seraient gardés par la garde prétorienne de Apple quoi. Bah, potentiellement, et après, c'est une solution qui est possible hein, techniquement quand on regarde les termes et conditions de Google. Si on met en place un VPC, il s'assure, il y a deux choses en fait. Il s'assure, Google, c'est super intéressant, ils assurent la privacy, la sécurité des données, donc elles ne sortent pas du périmètre du Confidentialité. Ouais. confidentialité. Et l'autre point, et ça c'est un point qui aussi peut être assez intéressant, c'est qu'ils assurent un point de vue juridique et monétaire si jamais une de leurs IA crée quelque chose avec un copyright. Et ça, c'est un point qui est assez intéressant, c'est-à-dire que sur Nano Banana ou toutes ces nouvelles choses avec de l'intelligence artificielle où on va Ouais. prendre des données à droite à gauche, ils assurent une protection légale.
C'est-à-dire aujourd'hui, Google a assez d'argent pour aller implanter au sein des entreprises ou au sein des clients directement, comme toi, comme moi, de dire, s'il y a un problème, on est là et on vous rembourse. Alors moi, je te propose un truc, parce que c'est ce que j'ai vu passer. J'ai vu passer une étude comme quoi de très nombreux très grands langages, très grands modèles de langage frontières là, comme alors Mhm. je sais pas si ChatGPT y est, mais je sais qu'il y a Claude ou Opus ou Sonnet, je sais plus lequel, et je crois qu'il y en a d'autres, mais je pense qu'il y a peut-être Gemini aussi. Ils ont réussi par certains prompts et certaines associations de prompts à ressortir l'intégralité d'un bouquin Harry Potter. Et ça, Ouais, c'est mais pas le seul. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut aller voir J.K. Rowling, il faut faire un deal avec elle, lui dire écoute, tu attaques Gemini parce qu'on a vu qu'en fait, il payait les legal. ouais, Donc je sais. t'imagines, tu peux retrouver en fait des ouvrages entiers, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont le copyright en fait quand ils ont parsé, scrappé Internet et ont entraîné les modèles, ils ont entraîné les modèles sur tout le bouquin. Donc tu peux potentiellement, plutôt que d'aller à ta librairie préférée, essayer d'envoyer trois petites prompts d'injection à Gemini ou Claude pour essayer de voir si tu peux pas récupérer en fait le bouquin plutôt que de Ouais, mais ça, l'acheter. tu peux. Mais ça, je suis d'accord, tu vois, mais en tant que tel, tu peux le trouver avec Internet. En vrai, il y a des trucs où c'est peut-être là où je suis assez tu sais, hermétique. C'est bah en fait sur Internet tu le trouves. Pourquoi on irait charger? Je comprends en vrai ce que tu veux dire. Je pense que je Oui, vais oui. chercher quelque chose d'autre. Mais pourquoi on irait embêter des intelligences artificielles ou des entreprises qui font de l'intelligence artificielle, sachant que tu peux trouver tous les livres Harry Potter gratuitement et tu peux peut-être trouver toute la librairie du monde sur Internet. Et c'est la même chose, tu vois, quand je te parlais des MCP ou du Slack ou les connecteurs et ce genre de choses. On est actuellement dans un truc où, je ne veux pas peut-être pas dire une chasse à la sorcière, parce qu'il y a quand même du mauvais, hein, bien sûr, je peux pas le nier, on est en train de voler tout le savoir, mais Internet le fait déjà. Et sachant que l'intelligence artificielle consomme Internet, dans quelle mesure on, Oui, je vois ce on, que est, tu veux dire. on va se plaindre? Pourquoi Ouais, on les matraque eux alors que on pourrait matraquer le ouais, dark web ou exact. Et les liens profonds sur Google. Quand tu cherches exact. un PDF, tu mets le nom du livre, tu mets file type PDF dans ta Hop, requête hop, hop, et on s'arrête. mais c'est Faut pas le dire. Non, même mais pas c'est, du piratage. C'est quelque chose qui est conçu dans le moteur. non, Je mais veux dire, il y a plein de c'est choses, tu vois, il y a même au bout d'un certain nombre d'années, il y a des patents, il y a des brevets, ce genre de choses qui passent dans le domaine chez public. domaine public, c'est la même Ouais. chose pour l'art, Hmm. et puis à plus forte mesure, on parle aujourd'hui des IA, on peut faire du prompt engineering et optimiser, faire du prompt injection pour avoir les informations que tu veux. Aujourd'hui, allez voir dans les hôpitaux, les sécurités qu'il y a. Vous pouvez couper Internet, vous pouvez couper les machines qui sont reliées à Internet, et si vous forcez un peu, vous pouvez obtenir je ne sais pas combien de bases de données clients. Ah bah Il y a excuse-moi, tu encore l'as la pas vu en sécurité. France? En Bah, France, ce moi, il qui y a eu se la passe en ce sécurité moment? sociale qui est tombée. Ah mais nous en France c'est terrible, c'est-à-dire qu'en fait il y a quasi l'intégralité de toutes les fédérations françaises de sport ou Ah non, je savais pas. volley, golf, tout ce que tu veux, mais elles tombent tous les jours. Tu as une base de données de plusieurs centaines de milliers, voire millions de données personnelles importantes qui tombent en France. Et ça, tu vois, je trouve C'est... ça. Et ça commence franchement à me. Je sais que c'est pas l'objectif du Si, si, podcast vas-y, initialement, énerve-toi. mais ça devient quelque chose d'un peu frustrant, puisque d'un côté, il y a beaucoup de buzz autour de l'intelligence artificielle, c'est un sujet, mais par contre, on a tendance à omettre les choses un peu plus basiques qu'on devrait normalement savoir contrôler. Et en fait, tout est en train de tomber. Moi, bon, je parle en tant que Français, même si je suis au Québec et au Canada. Moi, j'ai reçu un mail il y a peut-être 6 ou 9 mois. Je fais plus partie de la sécurité sociale française, puisque je suis plus là-bas. Et pourtant, bah, mes données, elles ont été volées. Mes données, elles ont été un moment piratées. C'est eu la même chose pour Pôle emploi et ce genre de choses. C'est-à-dire que quelque chose de très déterministe, on parle de base de données, il y a eu des erreurs. Je sais pas lesquelles, je sais, j'ai pas poussé la chose, mais les données sont disponibles. Et je pense que ces données-là, elles sont beaucoup plus sensibles, graves, dangereuses, utilisez le terme que vous voulez, que les livres de J.K. Rowling, par Hmm. exemple. Et ça commence un peu donc, je suis désolé, je change complètement de scope, mais je pense qu'on va y venir avec le sujet d'après. Il y a des choses qui valent pas le coup d'être protégées. Il faut pas mettre autant d'énergie que ça à les protéger. Par contre, il y a des choses beaucoup plus essentielles qu'il faudrait combattre. Donc je fais une toute petite aparté, mais il faut pas, je pense pas que ça soit le bon combat, les copyrights, ce genre de choses. Et oui, il y aura sûrement des problèmes et des limitations, mais
En même temps, les gens se plaignent toujours d'Apple. Tu le sais, tu l'as vu sur les réseaux, tout le monde se plaint d'Apple, alors qu'ils ont des tendances à faire des produits plutôt finis, que ce soit des solutions, des produits en général. Euh, et ils vont proposer une solution qui va être utile pour l'utilisateur. Bien sûr qu'il y a des risques, mais s'ils ne le font pas, ils vont passer pour des idiots, puisque ça fait partie des GAFAM, ou je ne sais plus quel terme on peut utiliser maintenant, qui n'est pas en capacité d'utiliser ces outils d'intelligence artificielle. Je ne sais pas ce que tu Ouais, en penses, ouais, toi, mais de non, ça, non, mais mais de toute façon, ils ont. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, il y a aussi, c'est aussi une sorte de feu de paille en fait, de dire ah l'IA, hmm, attention, les droits d'auteur, etc. Mais en fait, ouais, les vrais, il y a des gros enjeux pour les particuliers. Il y a des gros enjeux pour les gens comme toi, moi, les gens qui utilisent ces IA, les gens qui utilisent ces agents dans leur vie perso, dans leur vie pro, etc. On n'en parle pas suffisamment, mais il y a des trous de sécurité béants dans tous ces trucs-là. Béants. Parce qu'ils sont, ils terminent d'être développés par le développeur et 10 minutes plus tard, on retrouve sur Twitter ou sur LinkedIn, vous avez perdu votre journée si vous n'avez pas essayé ce nouvel outil. Bon, les trucs sont pas stables, ouais, d'accord. ils sont pas matures. Et de l'autre côté, en fait, les vrais enjeux de sécurité, ils sont là. Et quant à Apple, effectivement, on leur crache beaucoup dessus, mais ils ont perdu cette bataille qu'ils ont peut-être pas voulu livrer, des LLM de frontières, etc., même de modèles open source, d'intégration avec leurs outils, ils l'ont perdu. Par contre, leur hardware, donc leur matériel, c'est beaucoup développé avec euh, des avec une importance pour les développeurs du matériel d'Apple Hmm, donné à l'IA, au machine learning, c'est vrai. etc. Puisqu'on a la couche MLX dans le système d'exploitation pour mieux travailler et optimiser les travaux d'intelligence artificielle au niveau du processeur et des GPU silicone d'Apple, qui fait qu'en fait, on peut héberger son propre LLM sur un MacBook Pro Tout à fait. aujourd'hui, et ça marche quand même bien. Ça marche bien. Moi, j'ai fait Oui, ce week-end, j'ai fait du clonage de ma voix avec un modèle open source de Qwen qui est Qwen 3 euh, Text to Speech, ouais, TTS, sur ma machine en local, sur mon MacBook Pro, via un outil qui s'appelle LM Studio. J'ai cloné ma voix et ensuite j'ai pris du texte et je l'ai fait lire avec ma voix. Et franchement, ça marche super bien. Ça marche vite, ça marche bien. Donc, côté hardware, ils sont quand même très bien. Donc, s'ils arrivent à faire une bonne intégration, ce qui me fait marrer, c'est qu'il y avait un premier accord qui avait été, semble-t-il, signé, ou c'était presque sûr avec OpenAI, il y a quoi, 9 mois, 12 mois. c'est énorme, Et 9 mois, dans ce voilà, ouais, c'est domaine-là. ça, c'est une génération. Et finalement, finalement, c'est Gemini et c'est Google qui gagnent. Ce qui est quand même assez rigolo parce qu'en fait, avoir Google et Apple dans un deal au sujet de l'IA, quand tu connais le niveau de guerre atomique qui se sont faits sur les téléphones et les systèmes d'exploitation, c'est assez marrant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les ennemis, mais bon, quand il y a un intérêt commun, on devient vite amis, quoi. Et je pense qu'ils ont raison. Et je pense que c'est toute la puissance, par contre, des États-Unis, de façon générale, vis-à-vis d'autres pays, c'est de dire qu'il y a du business et il y a des potentiels, on y On va. oublie les querelles. Ouais. Ouais, c'est positif ou négatif, ça chacun se fait son avis bien évidemment, mais par contre ça a le mérite d'exister et je pense que de toute façon, que ça soit les Google Pixel si on part sur les téléphones et les iPhones, ils jouent pas dans la même cour et aujourd'hui on le voit, c'est pas les mêmes combats, ne Oui, serait-ce mais que tu sur les vois, pubs. dernièrement, il y avait, moi j'ai eu des utilisateurs de grands fanboys d'Apple, d'iPhone, etc., qui m'ont dit envisager passer sur Pixel parce qu'en fait, il y avait une bonne intégration avec l'IA. Et tu vois, ça c'est important, quoi. Parce Ouais, que les parce que gens, là, maintenant, vont choisir bien leur sûr, smartphone avec en critère aussi l'intégration avec l'IA. Parce que s'ils doivent faire 4 clics, 3 glissés-déposés pour utiliser un LLM, alors que dans l'autre téléphone, tu appuies sur un bouton et c'est déjà connecté à tout l'écosystème, d'où l'importance aussi d'un écosystème que Google peut proposer et que Apple peut proposer. mais ça tu pourras jamais, en fait je pense qu'on est arrivé à un moment où on pourra jamais comparer Google et Apple, c'est-à-dire que si tu veux le faire de façon sécuritaire sur ton laptop ou sur aujourd'hui on parle un peu plus des Mac mini et ce genre de choses, c'est en rien comparable à utiliser le cloud.
C'est une vision en fait à un certain niveau et il faut juste être en paix et savoir ce qu'on consomme. Si les gens préfèrent utiliser un Google Pixel puisque ça utilise le cloud de Google qui est d'une excellente qualité, moi j'ai beaucoup d'espoir en eux, puisqu'ils ont les épaules financières et technologiques pour aller à l'étape supérieure. Apple, lui, va chercher autre chose. Et moi, je continue à dire qu'aujourd'hui, Google, c'est du software et Apple, c'est du hardware. Qu'on le veuille ou non, et on peut me parler de macOS ou iOS, pas pareil. C'est pas la même chose, c'est pas la même proposition de valeur. Tout à fait. Donc, c'est franchement assez intéressant. Après, moi, si je suis complètement honnête, je m'en fiche un peu. Moi, je suis pas un grand utilisateur de Siri. Je pourrais peut-être échanger avec lui, mais ça changera pas profondément les choses. Ça dépend de la... T'es pas un grand utilisateur de Siri. En tout cas, tu n'as pas la conscience que tu utilises Siri. Ouais, ça ouais. Ça ouais. Mais par contre, derrière, moi j'ai mon Siri où... peut-être que derrière... parce que, quand même, tu vois... Mais je suis en paix avec ça. En fait, je suis en paix avec ça. C'est-à-dire que j'ai plus confiance d'avoir un iPhone actuellement à côté de moi qui peut m'écouter que, en fait, c'est bête comme tout. Mais pour le podcast, je voulais changer de caméra. J'ai vu une caméra qui était chinoise. Je vais vous dire la vérité. J'ai vu une caméra qui était chinoise. Je me suis dit, ça se trouve, je vais me faire écouter. Bon, déjà, c'est fou. Ouais, je me suis dit ce truc. Bon, mais elles sont toutes chinoises. Oui, dans les faits. Dans les faits factuels, en termes de manufacture. Elles ont toutes des puces chinoises, machin, etc. Mais je me suis posé la question. Mais en fait, tu t'es dit quoi? Est-ce qu'il vaut mieux une caméra américaine ou qui a été potentiellement faite par des boîtes qui collaborent avec ICE ou une boîte chinoise qui va attaquer Taïwan? C'est ça en fait? Non, mais en réalité, je me dis que je suis biaisé dans tous les sens et en fait, on essaie de mener un combat. Je pense qu'on a déjà perdu sur plein de plans. Tu vois, par exemple, je veux pas avoir de Alexa ou de Google égalé Google à l'époque ou les HomePod mini, tu vois, de Apple, puisque j'ai peur que ça m'écoute. Mais en vrai, tu te fais écouter presque partout pour tout le temps. Et si c'est pas à toi, quand t'es dans les transports, ça peut être le téléphone de quelqu'un d'autre ou l'outil de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc ça peut être vraiment énorme. Je pense que si on a un bon conseil à tous nos auditeurs, auditrices, c'est vivez dans une caverne, relativement déconnecté, assez loin du monde. Non, mais voilà, c'est un peu ça. Et par contre, moi, je trouve que Apple propose des solutions qui restent toujours très intéressantes. Et effectivement, ils ont rendu très facile l'utilisation du machine learning, pas que de l'IA, du machine learning sur leur machine. Et je trouve ça intéressant qu'ils essayent d'évoluer vers ces outils comme on peut avoir aujourd'hui accès. Mais je pense que c'est un problème beaucoup plus économique que ça. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut tendre vers la même chose et ça en devient vraiment néfaste. Donc, si Apple veut le faire, parce qu'il doit le faire, on verra comment ça sera reçu par la critique et les marchés financiers en tant que tel. Mais déjà, on verra si ça sort, 2 quand ça sort, 3 où est-ce que ça sort, parce que très probablement on est en train de parler un truc, mais pour des raisons X ou Y en Europe, forcément ça passera pas parce qu'il y a la régulation, machin, etc. Donc il y a plein d'outils qui sont pas disponibles à nous pauvres Européens parce que au moins on a la sécurité de nos données où on a un Thierry Breton qui s'est mis passez-moi sur le corps, voilà. Peut-être. Non, c'est ça l'autre sujet que je voulais ramener par contre par rapport à Apple, c'est est-ce que tu as vu la news.aws qui venait en Europe? Que AWS vient en Europe? Ouais. Ils mettent des serveurs directement en Europe, donc là il faudrait vraiment que je retrouve l'information pour que ce soit clair. Du coup, moi je me demande, ils prennent les gens pour des abrutis, c'est-à-dire qu'en fait, excuse-moi, parce qu'en fait là on a tous peur au niveau souveraineté que les Américains ils appuient sur un bouton et n'importe quelle boîte qui fournit n'importe quel logiciel où il y a du Made in USA dedans puisse et soit obligé de fournir les datas et d'acter, dire OK, etc. Donc en fait, là ils ont commencé à se dire on va mettre les serveurs en Europe ou en France ou machin, etc. Mais en fait la loi américaine elle va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que même si tu as un autre logiciel qui interagit avec un logiciel américain mais qui n'est pas sur le device, c'est-à-dire qu'en fait tu as une notion de porosité qui fait qu'en fait même si tu as les serveurs d'AWS chez le client à Saint-Maur-les-Fossés, je sais pas où, dans un bled en France, ils peuvent de toute façon récupérer les datas. Moi, j'en suis quasi sûr. Donc, je pense que tout ça, c'est un peu du. Là, ils se vendent comme un cloud souverain. Donc, c'est un souverain. Voilà. Moi, j'entends cloud souverain, c'est comme si j'entendais. Dans mon entreprise, c'est une famille. On travaille tous comme une famille. Travaille en famille. Ouais, c'est ça. On est tous frères, sœurs, cousins. Non mais cloud souverain. En tout cas, ce qu'ils disent, c'est qu'ils se basent en Allemagne.
aujourd'hui, c'est ça les termes qu'ils utilisent. Ils se basent en Allemagne. Ils veulent répondre aux exigences de l'Union européenne. Il va créer des filiales distinctes, contrôlées localement par des citoyens de l'UE. Ça, je sais pas ce que ça veut dire, par contre, avec des garanties inédites sur la confidentialité des données. Des garanties inédites. C'est-à-dire que c'est nouveau par rapport à ce qui existe déjà, sachant que ce genre de solution martèle qu'on protège les données. Donc ça, déjà, c'est un sujet qui est intéressant. Il y aura un Il martèle chiffrement encore contrôlé. plus. Ouais. Ouais, il y aura un chiffrement contrôlé. Attends, c'est ça le mieux. Accès au code source par les employés européens agréés. Euh, il est complètement séparé des régions AWS, mais par contre, augmentation du coût de 15%. Puisque c'est un cloud souverain, pardon. Et donc Ouais. on verra ce que ça va donner, mais je trouve ça intéressant. Moi, je La trouve ça logique génial. reste intéressante. Après, Moi, est-ce je que trouve ça ça vaut? génial. Au niveau marketing, je trouve ça génial. Oui. Que les mecs sortent un cloud souverain qui viennent mettre en Europe avec la ribambelle de bullshit marketing que tu viens de me citer, juste pour... Je trouve ça génial. Dans ce momentum-là, je trouve que les gars sont très très forts. Ils sont rapides, ils exécutent vite. Tu vois, ils sortent un produit, bam, il y a des tensions géopolitiques, oh là là, on risque de se retrouver avec des clients qu'on va perdre parce qu'ils ne voudront plus avoir les zones aux US ou je sais pas où. Viens, on va faire vite comment on va l'appeler? Cloud souverain by Amazon AWS et on va le mettre en Europe. On va mettre tout un tas de garanties encore super plus importantes et tu vas voir que les gens vont acheter. Et oui, les gens vont acheter. Parce que les gens Ben, sont on des verra, chèvres. parce qu'en fait, ça se répercutera sur le marketing des entreprises qui l'utilisent. Donc à voir comment ça Mais ce qu'il faut fonctionne. savoir, C'est c'est sûr que ça sera qu'aujourd'hui, labellisé. mais nous, on a plein de data en France qui sont sur des clouds. Je sais pas comment on peut dire une moitié de souverain. C'est quoi? C'est peut-être un baron ou un duc, peut-être je sais pas, un archiduc, quelqu'un qui est, tu vois, qui est pas Un complètement suzerain? souverain, Non, je un rigole, suzerain. j'en sais rien. Un suzerain? Euh, Non, j'en sais rien. Ils mettent des clouds où tu as à moitié AWS, à moitié machin, etc. Mais nous, en France, on a plein de data qui sont déjà hébergées sur ce genre de cloud. Donc, c'est pas AWS qui va s'installer à Strasbourg, à Metz ou à Grenoble que ça va me faire dire on est souverain en fait. On est Mais je pense souverain que rien ça du marchera. tout. La Je France pense que vient, ça la marchera. France, excuse-moi, la France vient d'acheter Palantir pour tous les services de renseignement. Et après, on vient de parler de souverain, mais derrière, tous les renseignements français utilisent une solution hyper puissance de tracking, de tout ce que tu veux, made by américain. C'est les mêmes qui sont utilisés par ICE en ce moment aux US. Nous, on va avoir les mêmes. Alors peut-être on n'aura pas les mêmes features, en tout cas pour l'instant. Peut-être on n'aura pas le tracking et la surveillance des gens. Mais donc juste, c'est ridicule. C'est ridicule. Mais je pense qu'en fait, tout ça, c'est de la com politique fiction, c'est-à-dire qu'en fait, on allume des petits endroits de communication qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun intérêt, pour faire l'inverse, ou pour éviter de porter le regard sur d'autres problématiques intérieures. Je trouve ça Après, nul. après, c'est toujours le même problème. On peut le mettre au niveau de la data et de l'intelligence artificielle, mais dans plein de sujets. Il y a philosophiquement ce qu'on aimerait avoir, le monde idéal, et le monde doit tourner économiquement. Et à partir de ce moment-là, on fait face à des énormes murs qui nous font paraître pour des idiots, puisque à un moment, il faut que ça tourne, en fait, économiquement, et ça reste malheureusement, heureusement pour d'autres, enfin, chacun ira là où il veut, mais il faut qu'on puisse payer nos factures à la fin du mois. Et quand je dis nos factures, c'est pas d'un point de vue d'un consommateur comme toi et moi ou d'une personne, mais d'un point de vue d'État. Ça, c'est des taxes, c'est des impôts qui vont venir pour l'Europe, qui vont être bénéfiques. Et je pense que c'est le résultat d'un matraquage de la part de l'Europe envers les entreprises actuellement américaines sur le trouver des taxes, des impôts, des amendes sur leur façon de faire. Après, le pourquoi du comment, ou est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est propre à chacun. Euh, Moi, quoi qu'il arrive, je trouve que ça a eu des utilités qui sont phénoménales et actuellement, je pense que si tu demandes de choisir, euh, en fait, je pourrais mettre tellement de concepts économiques dans ce qu'on est en train de voir avec l'intelligence artificielle que ça en est risible. Déjà, il y a le phénomène de gratuité. Ça paraît beaucoup moins cher aux États-Unis, si ce n'est gratuit. Et surtout, ils ont des offres qui sont gratuites dans un premier temps. Et donc, la gratuité a un impact psychologique qui est très fort. Et de l'autre côté, donc ça c'est un point. Et l'autre côté, je l'ai vu sur une newsletter, donc il n'y a pas longtemps aussi, c'est le fait
que toutes les entreprises commencent à proposer la même chose. Pareil, hein, et en fait, ils se nivellent vers le bas, vers la moyenne, et c'est pas du tout intéressant. Et en fait, on n'a plus. Il y a d'un côté l'innovation qu'on est en train de nous vendre, les buzz qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, c'est un sujet. Mais dans les faits, économiquement, et tu l'as mentionné en tout début de l'épisode, économiquement, c'est pas viable. Tout ce qui est en train d'être fait, c'est pas viable puisque ça rapporte zéro, mais ça consomme vraiment beaucoup. Donc, je suis quand même un petit peu perdu. Moi, je trouve ça positif AWS. Par contre, je trouve ça pas positif Apple en tant que tel. C'est ça, moi, mon avis, puisque je vois pas l'intérêt de passer par Gemini et ils devraient travailler là-dessus. Surtout qu'ils ont leurs propres données, techniquement, Apple. Ouais, mais ils ont pris tellement de retard par rapport Mais c'est pas grave, en vrai. En vrai, c'est pas grave. Si d'autres sont capables de le faire, pourquoi il faudrait faire pareil? Ah oui, c'est très bien là qu'ils prennent Gemini, je trouve que c'est une bonne idée. Ah, toi, tu trouves c'est. Ouais, mais moi, je trouve que c'est pas c'est une grave. bonne Parce que idée. si Ouais. aujourd'hui, tu as Apple, donc on revient sur Apple, on fait un peu de va-et-vient, mais Apple, si c'est les seuls à ne pas le faire, c'est que d'autres le font. Donc, c'est pas très grave de pas le faire. Hmm. Moi, c'est ça, moi, mon problème actuellement. C'est aujourd'hui, OpenAI et Anthropic font la même chose dans les faits. Ils font pareil. Mais s'ils font pareil, on s'en fiche. C'est toujours une question de monopole, oligopole et ce genre de choses. C'est juste qu'ils vont jouer sur les prix en tant que tel. Mais il n'y a tellement pas assez de consommateurs pour rentabiliser leur solution que même s'ils étaient seuls, bah, en fait, on n'utiliserait peut-être plus la solution en tant que tel. Il n'y a pas assez Et de consommateurs parce qu'il n'y a pas assez de valeur perçue et de cas d'usage en fait. oui, mais Et aussi parce qu'il y a aussi une grande force inversement proportionnelle à la force de traction de l'IA, qui est que les gens, en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'utiliser l'IA. Qui n'ont pas envie, en tout cas, de l'utiliser, de devenir plus que des validateurs. Je valide, ok, non, parce que ça va se transformer. Enfin, ça va vite vers ça. On le voit avec le métier du dev, du développement, qui est de plus en plus ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit des gens qui one-shot une application et qui font une application avec un seul prompt direct et que l'application, elle marche. Et les gens vont se retrouver à être des validateurs de ce qu'aura conçu une IA. Et ça plaît pas aux personnes parce que ça vient quand même toucher et amputer leur identité professionnelle, c'est-à-dire ce qu'ils font, ce qu'ils aiment faire, ce pourquoi ils se lèvent le matin, etc. Si tout le monde se retrouve à finalement juste être je valide, je confirme ou j'annule une action qui aura été faite par une IA pour toi, je ne sais pas comment les gens vont trouver le sens qu'ils ont déjà du mal à trouver dans quelque chose où ils ont juste validateur, quoi. Tu vois ? bah, ça a toujours été le cas de toute façon avec les outils de traduction, les outils de création de contenu actuellement, que ce soit les images, sons, vidéos. Aujourd'hui, nous, on est touché par ça, mais on a aussi créé ça d'une certaine façon. Il faut juste Oui. l'assumer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu demandes, si les entreprises d'intelligence artificielle osaient de faire payer toutes leurs solutions, tu verrais qu'il y aurait beaucoup, beaucoup moins d'utilisateurs. Juste Ah passer mais bien un sûr. euro, un dollar. Ah mais bien sûr. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de produits qui sont gratuits. Ah mais je pense qu'en fait, il faudrait payer 50 fois plus en fait. Non, mais, et ça, c'est un sujet. Mais si tu fais payer à certains utilisateurs, ne serait-ce que 1 euro, les gens n'iraient pas. C'est ça, moi, que je suis en train de dire. C'est-à-dire il y a zéro équilibre et eux, Mais ils ont parce qu'ils besoin. sont... Ouais, mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, là, en ce moment, ils sont dans une première phase qui est vitale, qui est l'acquisition maximale, l'acquisition du nombre Ouais. maximal d'utilisateurs. Ensuite, tu les rends dépendants. Tu les rends dépendants avec tous les dark patterns qu'on a vus, etc., etc. Tu crées une dépendance qu'on voit déjà chez les jeunes qui utilisent ChatGPT pour absolument toutes les questions qui se posent. Personnel, pas personnel, tout. La première réflexe qu'ils ont, c'est ChatGPT. Donc une fois que tu as créé des utilisateurs captifs, c'est là que tu mets tes offres avec tes prix. C'est là que tu défrémiumises. Et c'est là que tu vas commencer à mettre de l'argent. Et c'est là qu'ils vont revenir, etc. La vraie question, c'est est-ce qu'ils vont avoir suffisamment de temps d'acceptation par les investisseurs, d'aucune rentabilité, voire de perte totale abyssale, pendant le temps qu'ils récupèrent les users. Ça, c'est pas évident. Pas Et évident. ça nous permet peut-être d'aller sur le dernier sujet de l'épisode qu'on voulait ramener, ce qui était la partie santé. Ouais. Je pense que c'est le bon moment aussi, puisque tu parlais du fait qu'on se livre d'une certaine façon, d'un point de vue complètement privé ou sur d'autres sujets. Ouais. Donc, le dernier point qu'on voulait aborder, c'était concernant ChatGPT Health et Anthropic qui avait proposé une solution un peu similaire concernant les données de santé. Ouais. Et j'aimerais qu'on rentre tout de suite les deux pieds dans le plat. Donc, tu veux présenter peut-être, Pierre? Non, vas-y. Ouais, bon, en fait, pour faire très simple, l'idée c'est
une nouvelle solution en tant que telle, mais qui n'est pas encore tout à fait visible et je ne sais pas comment ça va se matérialiser en tant que tel, mais l'idée c'est de dire que, mais c'est déjà le cas en fait, on puisse parler directement à ChatGPT ou à Claude de nos problèmes de santé pour qu'ils puissent nous conseiller, j'utilise bien le terme conseiller, sur des raisons ou des résultats médicaux. Le seul point qui est vraiment important, c'est qu'en fait, la différence avec cet outil, c'est qu'ils vont directement demander des informations médicales et donc des antécédents, des Alors informations. attention, les deux outils sont pas exactement pareils. Non, ils sont pas Dans exactement le pareils. cadre de Claude, dans le cadre de OpenAI et Anthropic ont pris deux partis pris différents C'est et vrai. ils attaquent deux marchés Ouais. différents. Donc ChatGPT santé va être effectivement, comme tu dis, en fait, plus orienté utilisateur, donc B2C, Mm. alors que Claude Health est plus pour les chercheurs, les académiques, les entreprises qui veulent lancer des nouveaux produits, des nouveaux médicaments, éventuellement pour les professionnels, donc éventuellement les médecins. Donc plus quand même un aspect B2B, recherche, quelque part, alors que ChatGPT, c'est effectivement toi, moi, qui nous posons des questions par rapport à... Et donc, du coup, ça pose deux types de problématiques différentes pour les deux entreprises. Et puis pour les utilisateurs qui utilisent ces solutions, c'est pour ChatGPT, tu l'as dit, c'est en fait, il faut quand même prendre conscience que c'est la possibilité de partager ces données de santé, donc quand même relativement confidentielles avec ces boîtes noires, même si c'est écrit noir sur blanc qu'ils n'utilisent pas les données pour entraîner. Rien n'empêche d'envisager, et je crois qu'on en avait parlé, mais tu en parleras toi tout à l'heure. On en avait parlé dans un de nos podcasts, parce qu'avec les datas qu'ils auraient, potentiellement, je te laisse poursuivre. Bon, en fait, au-delà des données que nous on partage dans la partie prompt où on dit nos informations et ce qu'on sait, ils proposeraient, je pense surtout de ChatGPT, ils ont peut-être fait un peu plus de communication là-dessus, ils proposeraient de fournir des informations d'autres devices. Donc, par exemple, et typiquement ça a été clairement mentionné, les Apple Watch, mais plus principalement Apple Santé. Il y a aussi d'autres outils comme Weight Watchers et ce genre de choses. Mais je ne sais pas si vous allez vous rappeler, mais avec Stéphanie Alassonnière, à un moment, on en a parlé dans un épisode sur la santé, que ces données-là, initialement, en repeinte d'Apple, elles étaient très sécurisées, très sécuritaires, Oui. et elles n'étaient pas partagées, elles étaient gardées chez Apple. Sauf que, on disait, mais à un moment, OpenAI ou équivalents vont avoir besoin de ces données-là. Et c'est chose faite, sauf qu'ils le font d'une façon beaucoup plus... Là, pour moi, c'est pernicieux, enfin c'est vicieux, la façon dont ils le font, c'est qu'ils vont proposer de partager les informations de ces outils-là. Et donc nous, de façon inconsciente, on pourra donner nos informations d'une Apple Watch et ou à plus forte mesure Apple Santé, mais pour moi tout est connecté. Et donc ça sera la même chose pour d'autres outils. Ce qui commence à poser problème, puisque si, encore une fois, on n'est pas tenu au courant, on n'a pas conscience de la situation, moi j'imagine tout à fait mes parents qui ont une Apple Watch partager sans aucun souci, le jour où ils ont des maux de tête, où ils se sentent mal, les informations d'Apple Santé. Je voudrais quand même rebondir sur un truc, après tu me diras ce que tu en penses, Pierre, c'est que moi il y a un autre problème qui commence à arriver, c'est qu'en fait on a beau protéger toutes nos données, on a beau ne pas les partager, aujourd'hui ces entreprises sont tellement grosses, donc OpenAI fait partie du top 40 des plus grosses entreprises américaines en termes de capitalisation, même si elle n'est pas sur le marché boursier. Même si aujourd'hui elles recherchent de l'argent, les enjeux ne sont pas du tout ceux que vous pouvez imaginer. En fait, ils ont tellement de possibilités, de potentiel avec leur argent, leur cash, qu'ils peuvent tout faire. J'en suis arrivé au point où quand j'ai écrit quelques lignes pour le podcast aujourd'hui, je me suis dit, mais en fait, si, et ce n'est pas mon cas, comme ça vous êtes tranquille, si jamais on utilise des données sur une balance connectée, je sais pas, j'ai pas de nom ou quoi que ce soit, on partage ces données, Par exemple, peut-être, j'ai pas Made de in nom, France. on partage ces données-là entre son téléphone et sa tablette, donc j'ai oublié, sa balance, iPad pardon. ou autre chose. Non, sa Ah oui, d'accord. balance. Non, Oui. sa balance, ça ressemble à la même chose, mais aujourd'hui tout est connecté. Mais si aujourd'hui OpenAI, on veut pas donner ces informations à l'IA, mais si aujourd'hui OpenAI décide de racheter cette entreprise, bah, il récupère nos données. Et on n'a pas le contrôle en fait là-dessus. Et en fait, on en arrive à une situation où on n'a plus le contrôle sur rien, et ça revient aussi sur mon point d'Apple, et c'est peut-être ça, moi, je dois lancer une alerte là-dessus, enfin je dois montrer ma sensibilité là-dessus, c'est qu'on est arrivé à un moment de la vie
de l'intelligence artificielle et du poids de ces entreprises qui font que vous pouvez décider de ne pas donner vos données, mais si vous avez décidé de donner vos données à quelque chose d'autre, à un autre outil, il existe un risque que le business model des entreprises type OpenAI, Anthropic ou équivalent viennent à acheter d'autres entreprises juste pour leurs données, puisque peut-être on parlera de deals à plusieurs centaines de millions, mais en fait les données qui sont à l'intérieur, pour leur outil, elles vaut plus que des centaines de millions d'euros ou de dollars. Et là, je suis dans une situation très embêtante, puisque je commence à perdre la confiance en beaucoup d'objets et d'outils. Puisque pour moi, la santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux et ce qui doit le moins être partagé en tant que tel. Bien sûr, bien sûr. Et c'est en ça qu'on reboucle là-dessus, c'est que on va vraiment arriver dans une ère où si on ne fait pas vraiment attention, par définition, vos données, elles seront volées, vous allez les partager, vous allez vous faire pirater. Enfin, ça va arriver en fait. Parce que c'est très dur en fait, comme tu le dis, on est entouré de smartphones, entouré de smart speakers, entouré de montres connectées, d'objets. La technologie est partout. Donc ça va être, à part de se déconnecter absolument de tout, ça va être extrêmement difficile de garder une certaine confidentialité de ces données. Donc ça va être vraiment des vrais très gros enjeux. Ça l'était déjà, mais je crois qu'aujourd'hui avec le big data et l'IA, ça va être encore plus d'actualité. En fait, le sujet, c'est qu'avec, et je pense que c'est un bon point de utiliser le terme big data. Quand on avait la période de big data, on ne savait pas comment utiliser nos données. Il y avait quelques sujets, la détection de fraude, c'était un grand sujet, il y avait effectivement beaucoup de données. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, toute donnée peut être utile. Et c'est peut-être ça le problème. Et sans dire que j'en suis inquiet, j'ai utilisé plusieurs termes là pendant l'épisode de podcast, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ceux qui ne sont pas conscients. Et en fait, le problème, c'est ceux qui ne sont pas. Eh ben, il y en a plein. En fait, c'est ça mon point. Il y a 95% des gens qui sont peu ou pas conscients de tout ça. Plus ce que je veux dire par là, c'est qu'on est obligé de rentrer là-dedans. Aujourd'hui, il n'y a rien au monde qui va nous faire retourner en arrière, si ce n'est des choses vraiment graves et dangereuses, et j'aimerais qu'on n'arrive pas à ça, et je préfère qu'on rentre dedans, puisqu'il y a quand même du positif, il n'y a pas que du négatif, mais par contre, il faut que tout le monde connaisse les règles du jeu. Et c'est souvent ce que je dis dans mon entourage proche, professionnel, quelle chance on a de faire ce podcast, de travailler dans ce domaine-là, pour être conscient de tous ces sujets-là. Mais il y a des gens, et je pense principalement aujourd'hui moi à mes parents, mes grands-parents, mais ça peut être aussi des enfants à plus forte mesure, ou des gens qui ne sont pas du tout du domaine. Ouais, il y a une étude qui sort que les millennials, bizarrement, on croirait qu'ils sont complètement tech-savvy, c'est-à-dire qu'en fait ils sont lettrés au niveau numérique, ils arrivent vraiment à s'en sortir et c'est inné pour eux. Pas du tout. Pas du tout. Les millennials, en fait, ils sont presque moins bons que les boomers. Mais sans parler. Ouais, mais en plus, moi, c'est même pas. Bah, déjà, c'est étonnant à première vue, mais surtout, c'est même pas ça. Ça me paraît évident qu'une personne de 14 ans, de 13 ans, donc je parle vraiment d'adolescents jeunes, n'ait pas conscience de tout ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'à 20 ans, tu en as conscience, tu te mets à aller sur les réseaux, tu vois un peu les limites et tout ça. Mais actuellement, quand tu mets un enfant de 13 ans, et c'est le combat aussi de l'Europe, est-ce que c'est bien ou pas bien pour les réseaux, mais s'ils n'ont pas conscience de tout ce que ça implique, et même nous, on n'a pas conscience de tout ce que ça implique en tant que tel, ils se font avoir à leur propre jeu, puisqu'ils fournissent des infos, ils partagent des choses. Et c'est beaucoup. C'est pour ça que la cible des réseaux sociaux et des plateformes est en priorité les adolescents. Parce que c'est une population qui est plus propice et qui a moins de barrières, etc. Oui, mais est-ce que ces gens-là ont conscience Est-ce que ces gens-là ont conscience du fait que les utilisations de ces données sur les réseaux sociaux ont des impacts sur les intelligences artificielles? C'est tout ça en fait que je suppose. Et en fait, ta question, en fait, je pense qu'elle est beaucoup plus fondamentale que ça. C'est qu'au-delà de se dire j'ai conscience que mes données sont utilisées ou je sais ce qui va être fait avec mes données, etc. Avec l'intelligence artificielle et la génération des fake news ou des news faites par IA, altérées par IA, ou du contenu qui est fait avec des fermes de contenu, avec des influenceurs artificiels, etc., que tu ne peux pas discerner du vrai du faux, arrive pour la société un problème d'avoir la capacité
de se dire que quelque chose est vrai ou quelque chose n'est pas vrai. C'est-à-dire que moi j'ai eu des étudiants, mais j'ai aussi des jeunes, et maintenant ça va se passer dans l'inconscient. On aura toujours en filigrane quelque chose qui nous dira « Ah ouais, mais en fait ça c'est une fake news ». Ou en fait ça je remets en question. Donc tu as une problématique sur la notion commune de vrai, ce qui veut dire qu'en fait même si ils savaient derrière potentiellement... En fait, tout le monde aujourd'hui, c'est des ragots, c'est des rumeurs, c'est tu vois, on a démarré le podcast avec Claude Bott, qui a fait une traînée de poudre sur tous les réseaux sociaux. Le truc, il est sorti la veille. En fait, tout est manipulé, tout est poussé comme ça. Et comment on pourra s'accorder sur ce qui est le vrai ou le pas vrai? Tu vois? Aujourd'hui, on remet même en doute, alors que c'est marqué dans leurs conditions d'utilisation, terms and conditions, etc., des grosses boîtes comme OpenAI, Claude ou les grosses boîtes, parce que dès qu'on voit marquer quelque chose, inconsciemment maintenant, on a la remise en question de se dire « Ouais, mais ils écrivent ça, mais en vrai, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent toutes nos data et ils les entraînent. » Ouais. Mais du coup, en fait, quel est l'intérêt de... Enfin, tu vois ce que je veux dire? On marche sur la tête. Non, je suis d'accord. Et ça sera, je pense, un bon point de conclusion sujet, hein, pour ouvrir à la réflexion. Et je pense que c'est un point qui devient essentiel. Donc, sans dire qu'on est contre tout ça, il faut en avoir conscience. Maintenant, et puis c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est de parler de ce genre de choses, de pas uniquement parler petit à petit. On a commencé à changer de sujet à travers le temps sur le podcast, mais c'est alerter. Moi, je préfère élever les consciences. Ouais, c'est ça. Élever les consciences, qu'à un moment, ça fait partie de notre vie. Même si on décide de vivre dans un bunker, il faut répondre à des emails. Les emails, ils ont des IA maintenant. À partir de là, il faut assumer. Il faut assumer, et c'est plus nous qui avons le contrôle, c'est quelque chose de beaucoup plus gros et global. Mais par contre, il faut avoir conscience de, quand on a le contrôle sur ce qu'on décide de donner ou non, être en pleine conscience de l'information qu'on peut fournir. Pleine conscience. Est-ce qu'on ne conclurait pas là-dessus? J'adore. Concluons tous par 5 minutes de pleine conscience. Bon, écoute. Non, c'était super. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi, Thomas. Merci à nos auditrices, auditeurs. J'espère que ce podcast vous aura plu. Ciao. Salut.